L'heure du repas en famille peut être un moment agréable à partager avec ses enfants, mais ça peut aussi être complètement chaotique. Surtout quand notre petit décide que les ustensiles, c'est pas nécessaire, que tout est dégueulasse, sauf les concombres, puis que c'est vraiment plus le fun de mettre sa nourriture à terre que dans sa bouche. Joanie est la maman de William, 2 ans et demi, et la majorité de leur souper se transforme en bataille. Puis c'est pas mal dur de dire qui en sort gagnant. Pour essayer de rendre le tout plus plaisant pour tout le monde, on rencontre Stéphanie Côté, une nutritionniste qui a 20 ans d'expérience et qui est une fière collaboratrice de Naître et Grandir depuis le début. Elle souhaite tout simplement transmettre le plaisir de bien manger. En compagnie d'un ou d'une spécialiste, on essaie de trouver, pas des pistes de solutions, mais plutôt des pistes d'amélioration. Je m'appelle Gabrielle Caron, humoriste, autrice, podcasteuse et surtout maman. Bienvenue à GPS, votre guide parental simplifié, un balado de Naître et Grandir. Salut Joanie! Bonjour Stéphanie! Je suis très contente de te rencontrer. On se voit aujourd'hui parce que avec ton conjoint, vous vivez certains défis. On va dire ça comme ça. Oui. À l'heure du souper. Mm-hmm. Veux-tu me raconter un peu qu'est-ce qui se passe? Bien, dans le fond, notre fils William, de 2 ans et demi maintenant, c'est sûr que ça, je suis sûre que ça va parler à beaucoup de gens, mais difficile d'essayer des nouvelles choses. Il se frustre aussi très rapidement à essayer de manger seul, alors qu'il y a quelques mois, ça allait très bien. Mais le moindrement que la nourriture n'est pas sur la fourchette, c'est la fourchette est dans les airs et dans ses cheveux, la nourriture partout, puis c'est la crise de pleurs, c'est la demande d'aide, mais que dans le fond, en lui le faisant parler, en lui posant des questions, ben on arrive à la conclusion que lui, l'aide, il voudrait qu'on le nourrisse. Comme bébé, là. Okay. Il veut pas, parce qu'on lui demande, veux-tu qu'on le fasse ensemble? Mais c'est même pas ensemble, c'est nourris-moi. OK. Et là, on est là, non, parce que il faut apprendre à manger ça. Surtout qu'il le fait à la garderie. OK. Donc, il y a des aliments qu'il aime. Oui. Il y a des aliments qu'il n'aime pas, qu'il refuse de manger. Comme les pommes de terre, c'est non. Les pois, c'est non. Les viandes, très difficile. J'ai réussi à y faire avaler dernièrement 3 morceaux de carottes. En faisant quoi? On mangeait de la saucisse, donc j'avais enlevé tous les morceaux de viande de son assiette. Je l'avais dans mon assiette et je négociais, si tu manges une carotte, tu as droit à une saucisse. OK. Et on est allé comme ça, en alternance, jusqu'à temps qu'on mange toutes les carottes. OK. Donc, ça fait une ambiance au souper que vous trouvez difficile. Oui, c'est toujours en négociation, c'est toujours... c'est ça. Puis, veux pas, c'est moi qui fais les repas à la maison. C'est un peu décourageant on dirait de sentir que peu importe ce que je fais, c'est pas bon. Oui, c'est difficile. Vous n'avez pas la reconnaissance que vous méritez de la part de votre petit William parce que vous travaillez très fort, vous êtes une bonne maman, vous faites des bons repas. Mais il y a quelque chose de normal dans ce qui se passe. C'est pas du tout banal, puis c'est pas facile non plus, mais il y a quelque chose de normal, puis j'espère réussir à te rassurer parce que tu fais très bien la part de ton travail. En fait, beaucoup de travail. Mais il se passe quelque chose avec William à 2 ans et demi, c'est entre autres sa recherche d'autonomie. Même s'il vous fait comprendre qu'il voudrait que vous le fassiez manger, c'est peut-être aussi en quelque part qu'il ne réussit pas encore à manger par lui-même comme il voudrait. Mais c'est son objectif. Il voudrait réussir à manger. Ça se passe peut-être pas aussi vite qu'il aimerait, mais c'est quand même ça qu'il voudrait. Fait qu'il y a une frustration qu'il vit dans sa recherche d'autonomie. Et il y a aussi dans cette recherche d'autonomie-là et de contrôle, le phénomène qui est qu'à 2 ans et demi, William n'a pas le contrôle sur grand-chose dans sa vie. Hein? Non. Mais sur ce qui rentre dans sa bouche, c'est lui qui a le contrôle. Donc, c'est une manière de l'exprimer aussi. Pas toujours de façon délicate ou qui se passe bien, mais c'est un phénomène normal quand même à cet âge-là. Ce qu'il faut préserver là, le plus possible à l'heure du souper présentement, c'est l'harmonie, c'est l'ambiance, c'est ce qui va vous permettre, vous, de passer un bon moment
et aussi de transmettre à William le plaisir de manger et le plaisir d'être assis ensemble à table. Tout se passe dans le plaisir. S'il y a de sa part de la mauvaise humeur ou des négociations, puis qu'il a juste envie d'être ailleurs que là, c'est sûr que c'est plus difficile de développer ses goûts ou de développer des bonnes habitudes à ce moment-là. À son âge, ce qui est plus important encore que ce qu'il mange, c'est vraiment l'ambiance du repas. Parce qu'il construit vraiment ses habitudes puis ses préférences alimentaires dans le plaisir. Comment ça se passe au repas? C'est un peu ça qui va dicter un peu son évolution, l'évolution de son développement. Donc, au repas, idéalement, en fait, combien de temps vous restez assis ensemble à la table? Je dirais un bon 45 minutes, parfois 1 heure. OK. Et si ça dure cette durée-là, c'est parce que ça se passe pas tout à fait bien tout de suite en partant ou c'est parce que vous prenez le temps de manger? C'est parce qu'on prend le temps de manger, mais on attend beaucoup après William, mais je comprends parfaitement qu'il peut pas manger aussi vite que nous, surtout si parfois c'est un peu difficile de prendre ses bouchées, tout ça. Mm-hmm. Puis, comme j'imagine n'importe quel enfant, c'est sûr qu'il prend une bouchée, mais après ça, il nous raconte comme quoi il a passé la mop à la garderie aujourd'hui. Oui. Et ça peut prendre un bon 3 minutes à articuler. Puis, oui, mais c'est sûr que c'est plus qu'on attend que lui ait fini. Oui, OK. Mais c'est super ce que vous faites de le faire participer à la discussion, d'accorder de l'attention aussi au repas. Ça, c'est super important pour mettre une belle ambiance parce que vous êtes un peu le chef d'orchestre de ce qui se passe au repas. Donc, de lui poser des questions, qu'il se sente investi dans la discussion, qu'il se sente important, qu'il fasse part du repas. C'est vraiment super important et vous le faites merveilleusement bien. Ça se peut que pour certains enfants, 45 minutes à table, ça se peut que ça soit long. Ça se peut qu'il ait envie de gigoter, ça se peut qu'il ait envie de sortir de la table. Autre chose qui peut faire une différence sur l'ambiance du repas, c'est l'attention qu'on accorde à ce qu'il mange. En fait, on devrait accorder le moins d'attention possible à ce qu'il mange, mais vraiment plus à l'ambiance. Parce que c'est une négociation ou une discussion autour des aliments, ça met le focus sur les aliments et votre petit William, souhaite avoir votre attention. C'est tout à fait normal de sa part. Mais si on met moins d'attention sur les aliments, mais plus l'ambiance, puis comme vous dites, ce qu'il a fait à la garderie aujourd'hui, on se détache un peu des aliments et là, ça devient pour lui, ce n'est plus un objet de négociation ou d'attention de sa part. Même que l'attention, si vous avez le temps avant de manger, pour lui accorder du temps, mais en dehors de la table, un petit 5-10 minutes, même 10 minutes en venant du service de garde, si c'est possible, de jouer avec lui ou de lire une histoire pour remplir son vase d'affection. Parce que pendant la journée, votre enfant est loin de vous. Puis, c'est tout à fait normal, on a nos journées à faire, mais il y a besoin de rattraper ce temps-là quand vous revenez ensemble à la maison. Donc, de pouvoir passer un petit 10 minutes ensemble, collés, à lire une histoire ou à jouer, ça remplit son besoin d'attention et d'affection et il va moins le rechercher pendant le repas. La seule chose peut-être que j'ajouterais à ça, c'est moi, mon fils, quand il arrive à la maison, habituellement, moi, j'arrive un peu plus tôt. C'est mon mari qui va le chercher à la garderie. Oui. Puis quand ils arrivent, mon repas est quasiment prêt. OK. Et mon fils rentre, me dit pratiquement pas bonjour, mais le premier mot qu'il me dit, c'est manger. OK. Il a faim. Il a tout faim. De suite. Il a faim tout de suite. Pourtant, à la garderie, ils m'ont assuré, ils ont des bonnes collations. Moi, je reçois un rapport journalier de ce qu'il a mangé dans toute sa journée. S'il a tout mangé, tout ça. Il est bien nourri à la garderie. Mais il arrive le soir, puis c'est « Maman, manger ». Donc, il est pressé de manger parce qu'il a faim. Donc, vous mangez quand même, vous asseyez quand même assez rapidement à la table à ce moment-là. Tout à fait. Donc, puis il y a du temps de qualité. Parce que parfois, il peut y arriver où il y a un temps qui s'écoule, puis là, l'enfant va avoir besoin de temps avec son parent, mais ça peut même être un moment où on l'inclut dans la préparation des repas. Tu sais, ça peut aussi être ça, du temps. On lui a acheté pour Noël un beau petit kit de cuisine, il y a ses couteaux, il y a toutes ces affaires qui sont comme en plastique, céramique, qui sont en truc de bois, puis il veut même, je l'inclus avec moi même au four, il y a des mitaines de four. OK. Puis pour les poêles, tout ça, brassé avec moi, il y a son petit tabouret, puis il est devant moi. Vous êtes toujours Mais avec lui. j'aime beaucoup l'inclure, parce que moi, c'est quelque chose que mon père a beaucoup fait avec moi.
Donc, au moment du repas, dans le fond, si vous voulez parler avec lui aussi des aliments, parce que tu sembles dire qu'il ne mange pas de tout quand vous mangez, mais si, par exemple, dans la discussion, c'était davantage de la narration de ce qu'on est en train de manger, plutôt que d'essayer de négocier, par exemple. Vous imaginez être en train de regarder la télé sur mute, là, puis de devoir décrire ce qui se passe à la télé. Fait que je suis en train de manger un brocoli, c'est vert, c'est croquant. J'aime beaucoup la petite sauce au fromage que j'ai mis avec mon brocoli. T'as-tu goûté, William? Dis-moi ce que t'en penses. Donc, dans la discussion, dans la description aussi, puis de cette manière-là, vous le nourrissez à la fois son petit ventre, mais son vocabulaire puis ses connaissances en même temps. Et là, les discussions autour des aliments deviennent quelque chose de positif, d'éducatif, de ludique aussi. Et on lâche prise sur les quantités qu'il va manger. Tout peut être dans son assiette ou sur sa tablette. Puis là, après ça, le reste, ça lui appartient. Donc, ce petit lâcher-prise qui n'est pas toujours facile à faire comme parent parce qu'on veut qu'il mange bien, on veut qu'il mange de tout, mais des fois, à y tenir trop fort, c'est là où on a de la misère à l'amener dans notre équipe. Pour moi, bien manger, c'est t'as goûté à quelque chose de nouveau dans ton assiette. Tu l'as pas tout mangé, mais c'est pas grave, tu y as goûté. Il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que parfois, nous, c'est comme il voulait absolument rien manger, puis il voulait juste manger son fruit et son dessert. Pour certains enfants qui ont cet intérêt très, très marqué envers le dessert, que ce soit des fruits, que ce soit des biscuits, une façon qui fonctionne pour beaucoup d'enfants, c'est de régler la question du dessert en le ramenant sur un pied d'égalité avec les autres aliments. Par exemple, on pourrait mettre sur la table, en même temps que les autres aliments du repas, son biscuit ou son fruit qui a normalement en dessert, et que s'il décide de le manger en premier ou de prendre une bouchée de saucisse ou de petits pois, puis après ça, son biscuit, mais que ça ne devienne plus un enjeu. Et ça ramène, en fait, ça fait descendre le dessert ou les fruits de leur piédestal et d'amener cette neutralité entre les aliments, de dire il n'y a pas des aliments qui sont mieux que d'autres parce que quand l'aliment est conditionnel, souvent, ça le place comme une récompense. Oui. C'est pas ça qu'on veut faire. Fruit défendu. C'est ça. C'est plus intéressant, c'est plus attrayant. Alors que si on met tout sur la table sans faire de commentaires, les fruits, les biscuits, la viande, les patates, puis là, regarde, William, qu'est-ce que tu veux on va te mettre un petit peu de tout dans ton assiette, on va te mettre un petit peu de tout sur ta tablette. Mange à ta faim, écoute ton ventre. C'est ton ventre qui va te dire combien en manger. C'est que le parent est responsable du menu, donc du quoi, de l'horaire des repas, de l'ambiance des repas. Puis l'enfant, lui, grâce au fait qu'il est capable d'écouter naturellement sa faim, puis le moment aussi où il est rassasié, c'est lui qui décide de la quantité, donc le combien. Donc, de se partager ces responsabilités-là, ça amène des repas qui peuvent être beaucoup plus zen et calmes et moins d'enjeux aussi là, de négociation autour des repas. Chez un enfant, comme chez les adultes aussi d'ailleurs, on ne peut pas prévoir la faim non plus d'une journée à l'autre. Des fois, on a plus faim, des fois, on a moins faim. 2 ans et demi, c'est pas l'âge d'un pic de croissance non plus. Il y a un pic de croissance entre 0 et 1 an, puis après ça, ça va aller plus proche de l'adolescence. Donc, vers 2 ans, 3 ans, la croissance, elle est continue, mais il n'y a pas un pic de croissance. Donc, il n'y a pas on n'a pas un enfant là, qui a faim là, à vouloir tout manger ce qu'il y a devant lui généralement. Évidemment, il y a des exceptions, puis il y a des enfants. Tous les enfants ne grandissent pas au même rythme, mais ça explique, comme tu dis, s'ils mangent de tout à la garderie, s'ils mangent les repas, les collations, peut-être qu'il a en grande partie comblé ses besoins au service de garde. Exact. Donc, pour William, si on résume pour essayer, parce que je pense que la priorité, là, ça semble dire, tu me sembles dire que l'ambiance, c'est quelque chose, présentement, c'est difficile là, comme ambiance. Hein? Fait qu'on veut miser là-dessus avant tout. Fait que
si on récapitule là, sur les priorités puis peut-être certaines stratégies à essayer, je pense que ce qui pourrait le plus aider à l'heure des repas pour l'ambiance, c'est un certain lâcher-prise. C'est de miser sur le positif. On discute des aliments, mais il n'y a pas d'enjeu sur la quantité. Si William, après 10-15 minutes, il a envie de sortir de table parce qu'il n'est pas bien ou il bouge, ça se peut qu'un enfant de 2 ans et demi ne veuille pas rester à la table, soit pas bien à la table plus que 10-15 minutes. Ça se peut très bien. Vous pouvez le laisser sortir de table. Puis vous continuez le repas. Si vous jasez encore avec votre conjoint, c'est parfait, vous avez du plaisir. William peut revenir à la table aussi. S'il a encore faim, il peut continuer à manger. Donc, d'essayer de vraiment miser sur le positif des repas, puis un petit lâcher-prise sur les quantités, puis William, il peut manger avec ses mains aussi, tu sais, ça. Mais ça, on lui dit. Oui, on lui dit, mon amour, tu sais, tant que tu manges seul, tu manges comme tu veux. Puis on lui offre, tu sais, parfois, on voit, il y a un peu de misère avec sa fourchette. Veux-tu une cuillère, mon amour? Puis parfois, il va nous dire oui. Puis on lui apporte sa cuillère, puis c'est comme, tu as tous les couverts que tu veux. Même parfois, on s'est rendu compte qu'il préférait avoir des ustensiles de grands. Ben, vas-y. Oui. Je veux dire, t'es capable d'en prendre une fourchette en métal, là? Bien, ces habiletés vont se développer. Exact. Il est encore à l'âge où on ne s'attend pas à ce qu'un enfant de 2 ans et demi sache tout de suite se servir d'une fourchette. Tu sais, piquer les aliments, les amener à sa bouche. C'est plus vers l'âge de 3 ans, généralement, que ça se développe. À 2 ans, il sait se servir d'une cuillère. Généralement, une petite cuillère, tu sais, courte, que sa main vient tenir tout le manche, puis qui est capable d'amener à sa bouche. Ça, généralement, ça se passe bien. Pour la fourchette, c'est un petit peu plus tard. C'est tout à fait normal. Mais même à ça, il va peut-être échapper des aliments, il va peut-être passer à côté de sa bouche. Puis, il est en apprentissage. Il développe ses habiletés. Puis, les enfants apprennent à manger proprement, vraiment, au fil du temps. Puis, il ne faudrait pas avoir trop d'attentes avant presque l'âge de la maternelle. Là. Avant quasiment je pensais pas que c'était aussi... Pour dire proprement, puis tout va dans mon ventre et non pas à côté puis à terre, ça peut prendre quand même un certain temps. Donc, tu sais, quand on replace nos attentes, on dirait que tout d'un coup, on relaxe un petit peu plus. Tu sais, des fois, c'est pas tant une attente que je trouve que c'est une crainte qu'on a en tant que parent que notre enfant est en retard, qu'il y a un problème, qu'on l'aide pas assez... que, tu sais, je pense que c'est une pensée qui nous habite beaucoup, les parents, de est-ce que c'est normal que mon fils a 2 ans et demi, alors que d'autres enfants sont capables? Tu sais, c'est toujours ça aussi, c'est la comparaison. On dirait qu'on se met toujours le stress de il faut travailler surtout, puis toujours cette crainte de est-ce que mon enfant est normal? Est-ce qu'il suit la tendance? Est-ce qu'il devrait déjà savoir faire ça? Fait que ça met beaucoup de pression. Il n'y a pas 2 enfants pareils. Ce que vous le faites bien. Il y a beaucoup de domaines à toucher avec le développement d'un enfant. Tu sais, de l'habillement à la nourriture, au brossage de dents et... La propreté. La propreté. Donc, ça fait beaucoup. Vous avez beaucoup à gérer. Et votre enfant est normal parce qu'en fait, il n'y a pas un seul modèle d'enfant. Il y a vraiment tout un continuum. Donc, ce que vous le faites bien. Puis, pour l'aider au repas, ce que vous faites présentement, de lui laisser manipuler des ustensiles, essayer de les amener à sa bouche et tout ça, c'est parfait. Donc, William est normal. Il est en développement. Donc, ça prend un certain temps. Exact. Puis souvent, tu sais, on finit par, juste quand il pète sa coche puis tout, on fait juste se dire, c'est frustrant, hein? Mon chou, tu sais, de pas pouvoir réussir de la première fois. Je te comprends, tu sais. Moi aussi, je trouverais ça frustrant. Puis on arrête là. Puis souvent, il reste comme à cogiter un peu dans son coin. Puis dès qu'il réussit à piquer correctement, puis à se la mettre dans la bouche, il nous regarde puis il fait « Tada! » Tu sais, il est fier. Il est fier. Puis on est comme « Ben oui, bravo. Tu sais, t'as réussi à le piquer tout seul. » Oui. Fait que c'est ce petit lâcher-prise. Oui. Qui est gagnant. Après des longues journées, des longues semaines. C'est certain. C'est à travailler ça tout le temps, le lâcher-prise. Oui, parce que vous avez des grosses journées, puis il y a un autre chiffre qui recommence quand on arrive à la maison. Fait que c'est tout à fait normal, mais ce lâcher-prise, quand on y touche du bout des doigts, puis qu'on voit à quel point ça peut faire des repas qui sont plus zen, on dirait qu'on vient de gagner à la loto, là. Oui. Donc, on essaie ça pour une couple de semaines, puis on s'en repart bientôt? Oui, tout à fait. Yeah! Joanie a bien expliqué sa réalité et les scènes dignes d'un film dramatique qu'elle vit quotidiennement avec William quand vient le temps de manger.
Et là, je sais pas pour vous, mais moi, là, j'ai quelques souvenirs de soupers complètement désorganisés qui se terminent en larmes. Celles de mes enfants, puis les miennes aussi. Stéphanie, ultra consciente des défis que la famille rencontre et sachant qu'ils ne sont pas les seuls, a proposé beaucoup de choses à essayer. Entre autres, de miser sur l'ambiance pendant les repas plutôt que sur la nourriture. On est content d'être ensemble, qu'on mange du poulet ou des petits pois. On retrouve Stéphanie et Joanie quelques semaines plus tard pour voir si, oui ou non, il y a eu des améliorations. Joanie, quand on s'est vu, on a parlé d'une stratégie pour essayer d'améliorer l'ambiance au repas, entre autres d'essayer de passer peut-être un petit 10 minutes de qualité avec William avant le repas pour qu'il ait son attention puis que ça puisse être plus calme pendant le repas. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous l'avez essayé? On a essayé, mais malheureusement, peut-être en ce moment, le problème aussi, c'est que l'habiller à la garderie, quand on va le chercher, ça nous bouffe une demi-heure. Puis après ça, ben, mon mari arrive à la maison, il est 6 heures. Je veux dire, on va pas manger à 7 heures. Puis lui, il va juste avoir 20 minutes pour jouer avant le dodo. Mais la bonne nouvelle, c'est que le beau temps approche. Oui. Et que cette tâche-là, cette étape-là va s'alléger. Oui. Et là, peut-être qu'en rentrant de la garderie, ça va peut-être être possible de prendre 10 minutes, faire un petit détour au parc ou jouer dans la rue au ballon, quelque chose comme ça. Il y a peut-être de l'espoir. Oui, l'été, c'est effectivement plus notre horaire. Mon mari, il va le chercher puis il va passer une bonne demi-heure au parc. Okay. Puis après ça, il arrive à la maison, puis moi, j'ai eu le temps de préparer le repas, puis on s'assoit et on mange. Fait que là, la prédisposition à s'asseoir calmement, elle est plus là. Exact. OK. Bon, mais ça, c'est juste une question de météo, là. Peut-être que ça va fonctionner bientôt. D'accord. Puis quand on parlait aussi de William qui se fâchait des fois à ne pas être capable d'utiliser ses ustensiles et là, on parlait de lâcher prise un petit peu là-dessus, lui dire c'est correct, tu peux utiliser tes mains, l'aider des fois à remplir une fourchette ou une cuillère qui est toute petite, qui est faite pour sa main. Ça, est-ce que ça s'est amélioré? Bien, pas tant ce que j'ai plus fait, c'est que maintenant, tous les soirs, il y a sa fourchette, sa cuillère, son couteau. Peu importe ce qu'on mange. OK. Donc, il peut les manipuler. Je lui laisse le choix, dans le fond, d'utiliser l'outil qu'il veut. Puis, je dirais que ça va bien. Et même, je trouve qu'il est comme plus tenté à explorer, à essayer. Okay. Tu sais, il va essayer avec sa cuillère, puis après ça, il va regarder sa fourchette, puis il va essayer avec la fourchette, puis il va se rendre compte, non, c'est pas le bon outil pour ça, je retourne à la cuillère. Super. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il avait l'air, il se fâchait moins vite. Puis, il accepte beaucoup plus aussi maintenant parce qu'avant, on se frappait un mur que pour lui, il voulait qu'on le nourrisse. Mais là, il accepte qu'on le fasse ensemble. C'est une belle amélioration. Il essaye, puis il fait comme ensemble. Et j'ai comme, parfait, des fois en criant un peu, là, mais bon, je veux dire, je me doutais qu'il n'allait pas devenir le Dalai Lama du jour au lendemain, mais on est capable de piquer ensemble, ou des fois, c'est juste de finir avec lui le geste. Parce que des fois, il y a de la misère à le piquer, il y a des choses qui il apprend. Il y a une croûte ou quelque chose, mais je le trouve un peu plus patient. Bien, il trouve son autonomie aussi tranquillement. Il va devenir de plus en plus habile à les utiliser d'ustensiles. Donc, c'est super que vous lui laissiez expérimenter, pratiquer comme ça avec les ustensiles, puis oui, lui donner un petit coup de main quand il en a encore besoin. Fait que belle amélioration de ce côté-là. Tant mieux si... Les cuillères sont bien remplies, par exemple, mais on dit rien. On le laisse. Puis, des fois, on arrivait comme, il faut en mettre partout, puis on est comme... C'est pas grave, il y a son tablier, tout se lave, tout se nettoie. Wow! Tu t'entends? Oui, de faire comme, mais oui, il va en mettre partout. Mais, tu sais, on se répétait beaucoup, il apprend. Oui. Mais c'est beau, pêche. C'est bon, les pêches? Oui. C'est maman. De rien, mon amour. Puis, quand on parlait aussi avec William pour l'aider à explorer les aliments, à goûter les aliments, à découvrir le plaisir de manger un peu de tout, tu sais, à commenter ou à lui donner envie de goûter comme vous. Parce que, tu sais, tu me disais qu'il n'a pas envie de tout manger les aliments qu'il y a sur la table. Est-ce que cette stratégie-là porte tes fruits? Bien, on l'a fait comme peut-être 2-3 fois. Oui. De plus décrire ce que dans notre assiette, de l'amener à discuter, puis... Je dirais, je sais pas si
si c'est ça directement, mais je dirais que maintenant, systématiquement, il va essayer probablement tout ce qu'il y a dans son assiette. Au moins, même s'il recrache parfois après. Bien, ce désir d'explorer puis de goûter, ça, c'est une super bonne nouvelle. Puis, il n'est pas obligé de tout aimer du premier coup. Non. En fait, c'est impossible qu'il aime tout du premier coup. Donc, d'avoir cette possibilité de ne pas aimer, puis peut-être même ne pas avaler la bouchée qu'il n'aime pas, c'est une porte de sortie pour lui. C'est moins risqué de goûter s'il n'est pas obligé d'avaler et peut-être même d'avoir un haut le cœur avec la bouchée qu'il n'aimera pas. Donc, c'est une super belle pratique que vous avez présentement. Continuez comme ça. Parce que je dois avouer, moi, ça m'a refait penser aussi, ça m'a fait revenir en arrière à moi-même. Puis moi, j'ai été une enfant difficile avec ma nourriture. Et j'ai été... Tu sais, c'est rien contre mes parents. Je veux dire, c'est Il y pas avait un des jugement. pratiques différentes. Il y avait des pratiques différentes, mais j'ai été laissée à la table longtemps, tant que j'avais pas fini mon assiette. Puis même si ça me levait le cœur. Mm-hmm. Puis il me dit, c'est comme, ben, ma relation avec certains aliments, j'ai regoûté des choux de Bruxelles pour la première fois depuis comme 25 ans pour finalement aimer ça. Oui. Puis il me dit, peut-être la première fois, si on n'avait pas trop insisté, j'aurais regoûté avant. Si l'expérience est très négative, en premier, c'est sûr que ça barre une porte à double tour pour l'enfant. Donc, effectivement, c'est une belle constatation de revenir en arrière sur nos propres expériences. Exact. Oui. Puis justement, en parlant des aliments que William mange, je sais qu'il aime beaucoup les fruits. Puis des fois, ça fait en sorte qu'il ne mange pas beaucoup d'autres aliments. Est-ce que tu es encore inquiète à ce sujet-là, à cet effet-là, de voir que il ne mange pas tellement au souper? Bien, moi, j'arrive toujours au questionnement sur après, quand il a fini ses fruits, puis il m'en redemande encore, Oui. mais qu'il n'a pas touché à son repas principal. Est-ce que je lui redonne des fruits pour qu'il mange quelque chose? Mais après ça, je reviens toujours au principe qu'il a bien mangé au déjeuner, il a bien mangé au dîner. Le souper, je me demande, d'un point de vue nutritionnel, là, d'un point de vue, tu sais, est-ce que je fais la bonne chose de faire comme, ben, mon chéri, si t'as encore faim, il y a ton repas, mais sinon, il n'y a rien d'autre. Oui, parce que tu mets tous les aliments qui sont disponibles pour le souper en même temps et William a accès à ça. Après ça, les autres aliments qu'il y a dans le frigidaire, qu'il y a dans le garde-manger, ils sont pas disponibles pour le souper. C'est vraiment ce qu'il y a sur la table. Donc, il peut commencer par manger ses fruits, mais effectivement, il y a d'autres aliments après les fruits s'il en veut encore. Et ça se peut qu'il ait plus très faim après avoir mangé ses fruits, comme ça se peut qu'il ait encore faim pour manger d'autres aliments. Et comme tu dis, il déjeune bien, il mange à la garderie, il grandit bien aussi. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur les aliments, sur les quantités d'aliments qu'il mange ou qu'il ne mange pas à l'heure du souper, tant qu'il continue comme ça là, à bien grandir puis à bien se porter. Pas besoin d'insister, pas besoin de sortir d'autres aliments non plus ou une collation presque tout de suite en sortant de table. On laisse les aliments qui sont disponibles sur la table comme vous le faites. C'est la bonne pratique à faire. D'accord, ça me rassure. Oui. Est-ce que tu es capable de dire asperge? Asperge. Oh, bel essai, mon amour. Ça, c'est une asperge. Asperge. Ouais. Et c'est quelle couleur? C'est quelle couleur, l'asperge? Vert. Bravo! Alors, Stéphanie, Oui. les grandes questions Je que suis je te prête. pose. Combien de temps on peut s'attendre à ce qu'un enfant reste assis à table? Il n'y a pas d'études spécifiquement sur le temps qu'on peut s'attendre à ce qu'un enfant reste assis à table. Il y a des études sur la durée d'attention ou de patience qu'on peut demander à un enfant. Et la réponse, c'est que ça tourne autour de 1 à 2 minutes par année d'âge. Donc, un enfant de 2 ans, 3 ans, on est à 4, 5, 6 minutes d'attention. Donc, si on transpose cette durée-là à table, bien, c'est à peu près 4, 5, 6 minutes qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit calme à table. Ce que ça veut dire, c'est qu'on amène l'enfant à table quand tout est prêt. Si on l'amène à table et qu'il faut encore mettre la table ou amener les aliments, amener les assiettes, placer les ustensiles, bien, on gruge déjà 1 à 2 à 3 minutes qui sont très, très précieuses. Donc, idéalement, quand l'enfant est en bas âge, on l'invite à table quand tout est prêt à manger. Mettons, moi, j'ai 38 ans, donc je peux être assise 76 minutes à table. Toi, tu peux un 5 services sans problème. Et dans le repas, là, c'est quoi la place du dessert?
Ça dépend de nos habitudes culturelles, de nos préférences aussi comme parents. C'est nous, les parents, qui décidons s'il y a un dessert et si oui, quel est le dessert. Si, dès le moment où on décide qu'il y a un dessert et quel est ce dessert-là, le dessert doit être offert à l'enfant, peu importe ce qu'il a mangé pendant le repas. Parce que ce n'est pas un objet de négociation, le dessert. La plupart du temps, un dessert, les desserts qu'on choisit, ils vont être nourrissants, ils vont combler aussi des besoins nutritifs de l'enfant. Une fois de temps en temps, ça va peut-être être un gâteau, un biscuit ou de la crème glacée. Il n'y a aucun problème pour ça. On n'en fait même pas un aliment spécial quand ce sont ces aliments-là. Il faut vraiment traiter le dessert sur un pied d'égalité avec les autres aliments parce que si on en fait une récompense ou un aliment vraiment qui est sur un piédestal par rapport aux autres, bien, l'enfant va développer une plus grande attirance envers ces aliments-là. Et là, c'est là où les négociations risquent de commencer, mais ça aura pas, on veut pas les initier, ces négociations-là. Fait que, mettons, moi qui a grandi avec ma mère qui me dit « Finis ton assiette, sinon t'auras pas de dessert », ma mère est une très mauvaise mère. Ben, je t'annonce que les méthodes ont longtemps été celles-là. On est plusieurs dans le même bateau. On essaie de rectifier le tir tranquillement parce que c'est quelque chose qui a été justement acquis très, très longtemps par plusieurs générations de personnes. Donc, c'est pas évident de changer la façon de faire, mais les études sont clair et net à cet effet-là. Si le dessert est servi sans tambour ni trompette, juste voici ce qui est le dessert, tu n'as pas tout mangé de ton repas principal, ce n'est pas grave, bien, l'enfant ne développera pas une obsession par rapport au dessert. Il va en manger s'il a encore faim, il va arrêter de manger s'il a plus faim. Et ça se peut qu'il n'ait pas faim pour manger tout son repas parce qu'il se garde une petite place pour manger du dessert. On ne veut pas le forcer à manger au-delà de sa faim pour avoir droit au dessert et que là, le dessert devienne une gourmandise. Donc, on veut lui permettre d'écouter ses signaux de faim, de satiété, donc d'arrêter de manger quand il a plus faim, puis que le dessert, bien, il soit encore agréable à manger puis qu'il respecte encore les besoins de son petit bedon. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que mon obsession pour les Joe Louis, 100% créée par ma mère. Ah, ça, tu lui en parleras. Ça peut prendre combien de temps avant qu'un enfant aime un aliment? Ça dépend des aliments. Il y a des aliments que les enfants aiment instantanément. Les aliments sucrés, c'est plus facile à aimer. Les enfants, naturellement, ont une attirance pour les aliments sucrés et c'est bien fait, la nature, parce que le lait maternel est sucré. Les préparations pour nourrissons sont sucrées aussi, très légèrement sucrées, on s'entend. Mais cette attirance-là pour les aliments sucrés, ça explique un peu la survie de l'espèce humaine. Fait que c'est une bonne nouvelle. Mais les aliments qui sont amers ou plus acides, ça demande de la pratique, ça demande des expériences et une répétition. Donc, les enfants vont peut-être aimer certains légumes en 2-3 repas, mais ça se peut que ça prenne 20, 25, 30 repas, puis peut-être des mois, peut-être même des années avant d'aimer des aliments. T'sais, toi et moi, je suis sûre qu'il y a des aliments encore aujourd'hui qu'on n'apprécie pas tant que ça. Pars-moi pas sur le chou de Bruxelles, j'aille ça pour mourir. Pars-moi pas sur le foie, j'en mange pas. Fait qu'il y a des aliments comme ça qu'on n'est pas fait pour aimer, puis ce n'est pas grave. Donc, on ne veut pas insister pour que l'enfant aime tout du premier coup, qu'il goûte tout du premier coup non plus. On veut lui donner la chance de développer ses préférences, ses goûts alimentaires au fil du temps. Et c'est vraiment, des fois, c'est une histoire de semaines, de mois ou d'années pour que ça se fasse. Pour les parents, c'est une question de patience, de répétition aussi, parce qu'on doit continuer à offrir l'aliment à l'enfant pour qu'il puisse continuer à se familiariser avec et goûter s'il en a envie. Parce que si l'aliment disparaît de sa vie du jour au lendemain, il n'y aura pas l'occasion de peut-être développer ses goûts. Donc, on veut répéter cette exposition. Comme parents, on en mange, on lui montre qu'on apprécie et à un moment donné, la curiosité va prendre le dessus et il va goûter, puis à un moment donné, il va aimer aussi. Donc, c'est ça le secret, c'est la patience et la répétition. J'ai une autre question, moi. Mes enfants aiment les sardines. Sont-ils normaux? Oui, absolument. Et probablement que toi et ton conjoint,
aimer les sardines. Moi, j'haïs ça pour Ah, mourir. OK. Bon, ben là, J'haïs ma ça. théorie est pas bonne. Mais mon chum en mange, OK. puis à chaque fois, je chiale que c'est dégueulasse. Fait que tu vois, on est comme 50-50. Oui, mais ils ont un modèle positif d'un de leurs parents qui aime les sardines. Et c'est pas moi, ça, ce modèle-là. Bon, en tout cas, l'autre modèle a favorisé peut-être ça, autant génétiquement que pour le modèle qu'il est d'aimer les sardines devant les enfants. J'aimerais savoir aussi, quand un enfant aime pas un aliment, est-ce qu'on doit le forcer à en manger? Non. On ne force pas un enfant à manger un aliment parce que l'expérience à ce moment-là, pour lui, devient négative. On ne bâtit rien sur du négatif. On bâtit sur du positif. Si on force un enfant à manger un aliment, puis que là, il se force à l'avaler, puis que ça lui lève le cœur, puis que ça finit en chicane parce que ça lui tentait pas, mais son parent insistait, puis lui, il se rebelle, mais finalement, il faut qu'il l'avale quand même, il garde un mauvais souvenir de cet aliment-là. Donc, la prochaine fois que cet aliment va se retrouver dans son assiette, tout de suite, ça va être négatif. Son idée va être faite et les chances qu'il aime cet aliment-là sont très, très minces. Donc, quand un enfant n'a pas envie de goûter un aliment ou qu'il n'aime pas l'aliment, il faut lui permettre, il faut respecter ça. Il faut lui permettre de ne pas le manger. Et là, cet aliment-là, ben reste un ami. Tu sais, ça reste c'est pas sur la liste noire tout de suite, il y a encore des possibilités pour cet aliment-là. Les choses vont évoluer au fil du temps, au fil des expositions. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas forcer parce que là, on se tire dans le pied. Ben, merci beaucoup, Stéphanie. Grand plaisir. Dans le fond, les goûts culinaires de nos enfants n'ont rien à voir avec nos capacités parentales. Ça se peut qu'à un certain âge, le summum de la gastronomie, ce soit un sachet de compote de pommes. Merci d'avoir écouté cet épisode sur les repas en famille. Pour en savoir plus sur le sujet ou consulter des articles connexes, je vous invite à aller voir le site naîtregrandir.com/balado. Un merci tout spécial à nos invités, Joanie, la maman de William, et Stéphanie Côté, notre spécialiste nutritionniste. Nos invités, Joanie, la maman de William, et Stéphanie Côté, la spécialiste. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. GPS, Guide parental simplifié, un balado de Naître et Grandir en collaboration avec le studio de production Virage Sonore.